Donc j'ai 48 ans, je suis père de 3 enfants. Lucie qui a 23 ans, Maya qui a 17 ans et Tim qui a 14 ans. Mon parcours professionnel, j'ai commencé à être mécanicien automobile à l'âge de 13 ans. Et j'ai eu pas mal de postes dans ce domaine. Je suis arrivé à être cadre, un peu à tous les niveaux, chef d'atelier, enfin j'ai fait beaucoup de mécanique. Et puis après, je me suis engagé en tant que militaire en Afrique centrale, où j'ai été amené à faire des opérations extérieures pour la France, hein, en Afrique centrale. Mais ça s'est mal passé. Ça s'est déjà mal passé à l'armée parce que j'étais dans une armée coloniale, il faut dire les choses. Et étant originaire d'Afrique, dans une armée coloniale, c'est très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer. Et j'ai vu pas mal d'exactions militaires, c'est pour ça que j'ai quitté l'armée, parce que j'ai constaté que mes collègues jouaient à faire des viols sur des mineurs, ils enlevaient des enfants, des petites filles. Et quand je me suis rendu compte de avec qui je travaillais, bah, j'ai quitté l'armée en fait. Alors, pour ne pas déserter, je suis allé voir mon colonel, je lui ai expliqué les faits, j'avais des images que j'avais gardées, et je lui ai expliqué qu'en gros, bah, je ne pouvais pas rester avec mes collègues. Alors il m'a dit, bah, de toute façon, il y a deux solutions. Vous quittez l'armée française, et on fait comme si vous aviez fait votre fin de service. C'est-à-dire que moi, j'avais fait 3 ans et demi de service, et il m'a dit, bah, je vous paye comme si vous aviez fait votre armée jusqu'à la fin, donc 13 ans. Donc je suis rentré en France, après l'armée, avec beaucoup d'argent. De ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mes études, et je suis monté jusqu'à avoir un BTS maintenance véhicule automobile. Et de ça, bah, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai eu ma fille aînée, Lucie. On a vécu 3 ans ensemble. Et dès la naissance, en fait, elle est partie avec l'enfant. Donc j'ai mis 1 an et demi à revoir ma fille. Elle n'est jamais rentrée dans la maternité, c'est-à-dire qu'elle a accouché, puis pendant 1 an et demi, bah, je ne savais pas où était mon enfant, où elle était elle aussi, quoi. Donc je me suis déjà battu au départ pour récupérer un droit de visite et d'hébergement avec elle. Et puis bah, ça m'a mis un petit peu dans des problèmes financiers. Donc du coup, j'ai commencé à faire des astreintes de dépannage automobile en tant que salarié. Et bah, je me suis pris au jeu. Et du coup, bah, j'ai commencé à être connu dans ce domaine. Je faisais beaucoup de choses puisque mon patron était directeur de 3 garages sur la ville de Lyon. Donc on était les premiers dépanneurs de France. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était à peu près 500-600 dépannages par jour. Donc on était 14 salariés et moi je gérais les autres salariés qui enlevaient des voitures pour ce patron. Et puis de fait, j'avais un lien un peu particulier avec les autorités, notamment la police autoroutière, les CRS, parce que c'est des interventions les plus importantes. Et un jour, le chef des CRS est venu me voir en m'expliquant qu'il y avait un garage qui arrêtait son activité de dépannage sur l'autoroute, qui avait un agrément depuis 1961. Et il m'a dit clairement, bah, si tu t'installes, on te donnera tous les agréments qui vont bien derrière avec. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai monté ma structure, j'ai cherché un local commercial qui correspondait, parce qu'il y a énormément de cahiers des charges dans le dépannage. Il faut savoir que c'est quelque chose de très très précis, il faut être extrêmement rapide parce que l'autoroute c'est extrêmement dangereux, enfin c'est pas compliqué. Hein. Donc il y a des gros cahiers des charges. Et j'avais encore gardé de l'argent de cette armée, donc je me suis dit, ben, je vais investir et je vais monter la structure. Voilà, ça s'est très 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 bien passé. Je suis arrivé à avoir 9 salariés, 5 en CDI. Et on travaillait H24, 7 sur 7. Donc on n'était pas premier dépanneur de France, mais on était deuxième dépanneur de France en sinistralité, c'est-à-dire que c'était nous qui prenions sur la France le plus d'accidents chaque jour, en ordre, le deuxième plus d'accidents chaque jour. On prenait entre 30 et 50 accidents par jour. Et il faut savoir que dans les accidents, il y a des prérogatives de secours, et notamment de suraccident. Donc bah, notre rôle, c'est un agrément plutôt de porter secours aux personnes. Donc on avait les mêmes habilitations que les pompiers professionnels en fait. Voilà. Donc là, je travaillais aussi pour tout type d'enlèvement, notamment pour les autorités judiciaires, sur des enlèvements un peu particuliers, spécifiques, notamment des vols de véhicules retrouvés, des enquêtes pour homicide volontaire, parce que des fois il y a des corps qui se retrouvent dans des voitures. Enfin, on travaille avec la police scientifique en fait.
et on enlevait des véhicules pour les autorités judiciaires. Et c'est là qu'il y a eu un petit problème, du moins un gros problème, c'est qu'ils nous ont payé à peu près les 2 premières années, et après, à partir de, on va dire, fin 2012, 2013, ils ont commencé à ne plus nous régler, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus donné les papiers administratifs qui faisaient qu'après, on était réglé, c'est-à-dire des réquisitions. Et on est arrivé à avoir sur notre parc de véhicules 56 voitures enlevées pour les autorités qui n'avaient pas d'existence administrative puisque les autorités ne donnaient pas les réquisitions valables. Ce qui fait que, à force, je suis allé voir le procureur en personne, je lui ai dit il y a un problème. Il m'a écrit en me disant écoutez monsieur, on va régler le passif qu'il y a entre nous et puis on repart quoi. Et au lieu de ça, donc il y avait une créance d'État de 200 000 euros. Au lieu de ça, ils ont fermé la société. Et pour fermer la société, ils ont menti sur mon chiffre d'affaires, en fait. Donc c'est là que les histoires ont commencé. C'est à partir de 2014 où déjà l'État me devait 200 000 euros et en plus on fermait une société qui quand même faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires à peu près par mois, 30 000 euros de résultats. Et j'allais racheter une société qui était la jumelle de la mienne. Donc du coup là, on allait vraiment être très implanté sur la ville de Lyon au niveau du dépannage. Et ça ne s'est pas fait. Donc il y a eu pas mal de pertes de chance, pas mal de choses. Et à partir de ce moment-là, déjà la première chose que j'ai réalisée, c'est que la méthode était criminelle en fait. Parce qu'une fois en écriture publique aggravée, c'est criminel. Et donc j'ai pris ça en me disant, c'est comme si je prenais une balle dans la tête en fait. C'est tout simplement ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu dans les rouages de la justice qu'on n'avait pas d'accès au droit, tout de suite. Parce que moi j'ai déposé plainte. Et quand j'ai déposé plainte, on ne m'a pas reçu, on ne m'a pas entendu, et puis on m'a laissé. Du coup, les conséquences ont été immédiates, puisque j'avais plus de ressources. Donc, j'étais propriétaire, j'avais des charges, j'avais des crédits en cours. Donc, j'ai commencé à avoir pas mal d'huissiers qui commençaient à être sur moi à partir de 2014. Et ça a créé des conflits avec ma femme avec qui j'étais marié. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Elle, alors moi, c'est un peu particulier, là, j'en parle un petit peu, mais vite, parce que je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dessus, parce que ça serait trop long. Mais moi, j'étais adopté. J'étais adopté par une famille française, lyonnaise. Et c'était une adoption après d'énormes recherches, parce que je l'ai su qu'il y a que quelques temps, ça fait que 2 ans que je sais tout ça. Mais en fait, cette adoption, j'ai pas été adopté pour que cette famille ait un enfant. Ils avaient un enfant qui avait 2 ans d'écart avec moi, 2 mois d'écart avec moi, pardon, excusez-moi. Et en fait, après des recherches, j'ai su que j'étais adopté parce qu'il était très malade, cet enfant qu'ils avaient, et que j'étais là pour mes organes, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai recherché mes documents d'adoption et j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun document en ce qui concerne mon adoption en France par rapport au document officiel d'une adoption plénière en bonne et due forme. Donc voilà. Et du coup, cette famille, c'est une famille qui a le bras long, pour vous dire. Donc mon frère adoptif qui a 2 mois d'écart avec moi, aujourd'hui il est directeur de Google Europe. Voilà, donc c'est des gens qui ont un énorme réseau. Voilà. Et pour faire simple, pour faire très simple, quand en fait ma société, le fait que l'État ne m'ait pas réglé, c'est en fait pas parce que l'État n'avait pas de trésorerie, mais c'est une demande. Et je pense que c'est une demande de cette famille parce qu'ils ne veulent pas que je révèle cette histoire d'adoption parce que ça s'appelle du trafic d'enfants et c'est 30 ans de réclusion criminelle. Alors là, je n'en parle pas beaucoup parce que là, je suis en grosse procédure face à cette famille. Donc j'ai coupé tout court avec cette famille puisque ils m'ont enlevé mes enfants, ils ont fait beaucoup de choses. Donc voilà. Donc pour en revenir donc, sur mon combat, c'est que j'ai remarqué qu'en France, en fait, on a vraiment le premier souci, je pense, c'est le problème d'accès au droit. Mais vraiment pour tous. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on est méprisé, on voit insulté, voire intimidé, voire même, je vois dans certains dossiers, menacé même, voire de mort. Moi, j'ai des mamans qui me l'ont dit, très clairement, je me suis plaint, j'ai des gros soucis, des représailles sur les familles, je vois des choses extrêmement importantes. Donc, de ça, je me suis beaucoup battu sur les histoires de société. Et j'ai rencontré Christophe, d'ailleurs, il y a combien de temps, Christophe? Plusieurs années, quand même, maintenant.
Donc on a commencé à s'occuper un petit peu et puis, sur le système judiciaire, commercial, et on a beaucoup travaillé sur les histoires d'entreprise. Alors je vous donne des petits chiffres, parce que j'aime bien donner des petits chiffres pour qu'on ait un petit peu l'ampleur. Avant la crise Covid, la France fermait à peu près entre 50 et 55 000 entreprises par an. Et aujourd'hui, en 2023, les chiffres sont sortis, c'est 356 000 entreprises qui ont fermé l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée. Et dans 90% des cas, ces liquidations d'entreprises sont illégales, notamment parce que déjà, dans toute entreprise, il y a des histoires bancaires, et que déjà, dans 99% des liquidations, la banque ne respecte pas les règles. Ça, c'est déjà la base. Tu peux leur dire que le mécanisme est très simple. Ah bah, Parce qu'il y a 400 mandataires en France qui bousillent les entreprises, et ils font deux choses. Ils dévalorisent la valeur des actifs, ils augmentent la valeur des dettes. C'est pas partout pareil. Et là, on entre dans un truc qui est assez fantastique. C'est que déjà, première étape par l'accès au droit, c'est que les tribunaux de commerce n'ont aucune légalité. Aucune. C'est-à-dire que les décrets de loi ne sont pas promulgués. Donc, et en plus, c'est des juges consulaires. Donc, vous pouvez tomber au tribunal de commerce contre votre principal concurrent qui décide de la vie ou de la mort de votre entreprise. Donc, c'est n'importe quoi, en fait. Voilà. Donc, de ça, ça m'a emmené à connaître Christophe et puis à essayer de voir, parce que moi aussi, ma fille aînée, en fait, elle a été enlevée par ma famille adoptive, comme je vous l'ai dit. Et moi, j'ai pas eu de mesure de placement. Moi, c'est-à-dire que je suis parti en vacances avec elle, elle avait 14 ans, pendant un mois et demi. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, donc maintenant elle en a 23, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais même pas si elle est vivante. Enfin, voilà. Donc du coup, j'ai porté un petit peu l'œil sur ce qui se passait au niveau des enfants dans notre pays. Et puis là, je me suis aperçu que ce qui se passait au niveau du commerce était encore pire en termes de placement d'enfants abusifs. Hein. C'est plus qu'un fléau, c'est carrément quelque chose qu'il faut arrêter. Parce que là, c'est plus possible, c'est plus tenable, c'est plus soutenable. Je vois des gens qui perdent la tête avec ça, hein, qui deviennent limite complètement fous. D'autres qui réagissent mal et qui vont jusqu'à se suicider. On voit des choses extrêmement difficiles, extrêmement lourdes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce week-end, on a parlé tous un peu les uns les autres. C'est des discussions qui sont un peu difficiles, c'est lourd. Hein. C'est pas évident de parler de soi, de parler de son rapport avec ses enfants, de ne pas les voir, surtout aussi, pas savoir ce qui se passe. Enfin, c'est le terrorisme, hein, dans une espèce de forme de terrorisme. Alors du coup, on a rencontré des syndicalistes comme Christophe, des juristes aussi, je veux les nommer, hein, David Vincent, Jean-Claude Ponson, Antoine Dacruz, donc pas mal de gens, et puis des avocats qui sont, donc, je connais bien François d'Angléan aussi, mais je connais bien aussi Samir Amroun, je peux les nommer parce que c'est des gens qui se battent hein, sur le terrain, donc c'est des gens qui nous aident énormément, et on s'est aperçu que c'est comme pour les liquidations d'entreprise, les placements abusifs, c'est 99% des cas. Alors, je vais essayer d'être vraiment liminaire sur les propos là-dessus, parce que je vous présente pas mal de choses aujourd'hui, mais je vais essayer de replacer un contexte. Je demande à chaque parent maintenant, quand je m'occupe des dossiers, alors je dis un petit peu les résultats, parce que c'est quand même important de savoir un peu où on en est. Donc moi, l'année dernière, je vous dis que c'est une année un petit peu difficile, j'étais incarcéré pendant 4 mois, donc j'ai dû arrêter tous les dossiers qu'on avait en cours. Mais moi, personnellement, l'année dernière, j'ai obtenu 3 levées de placement d'enfants. Un mois tout seul. Alors, je pense que tous ici dans la salle, on est tous capables de faire ce que j'ai fait l'année dernière. Et pourtant, j'étais incarcéré. Hein. Donc, je n'ai pas pu suivre les dossiers. J'ai un juriste qui a repris un petit peu mes dossiers. Lui, il en a fait 7. Donc, ça fait quand même déjà 10 enfants qui ont été placés. Et il y a 2 mamans, et c'est là que c'est exceptionnel, avec les documents qu'on leur a donnés, elles ont obtenu les mains levées de placement à elles seules. Juste avec les documents qu'on leur a donnés. Donc je les cite, il y en a une qui s'appelle Anastasia à Marseille, donc du coup elle a récupéré ses 2 enfants, elle est partie depuis, hein, parce que voilà, et il y en a une autre qui s'appelle Danielle, et Danielle elle a récupéré son enfant pleinement, et en plus en garde exclusive, hein, il n'y a plus d'autre chose. Donc comment on est arrivé à faire ça, c'est qu'en fait, il y a 4 choses à savoir pour moi. C'est que déjà, il faut connaître le contexte, c'est-à-dire que quand il y a un placement d'enfants, il y a plusieurs entités juridiques qui s'en occupent. Déjà, bon, il y a la police, mais la police, c'est particulier parce que c'est le bras droit et ils sont aux commandes ou de l'ASE ou du procureur en sous-main. Il y a beaucoup de trafic d'influence. C'est fou, c'est phénoménal. Donc, les gens sont perdus.
Alors déjà, ils sont traumatisés parce qu'on leur enlève leur enfant, donc ils ne savent plus quoi faire. Et ils rentrent en général, moi le premier parce que ça fait ça, en confrontation avec les institutions françaises. Alors je dis à chaque parent aujourd'hui, pour moi il y a 4 choses principales dans un placement d'enfant. Il y a le juge aux affaires familiales, et ça c'est par rapport à votre autorité. Et vous avez une autorité qui est démentielle en fait, il faut vraiment le savoir. Il faut vraiment prendre conscience que l'autorité parentale, c'est quelque chose de fondamental. Mais vraiment. Donc j'invite déjà, s'il y a un conflit entre parents et qu'il y a un enfant qui est placé, déjà essayer de faire une mesure de médiation, parce que ça c'est très important, parce que les médiateurs familiaux, là pour le coup, c'est pas comme les assistantes sociales, ils sont, je dirais, très 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 professionnels. Donc déjà, je vous invite tous, si vous avez un autre conflit avec un parent, qu'il y a un placement d'enfant, déjà d'essayer au maximum d'aller discuter avec l'autre parent. Parce que ça, c'est primordial. Donc l'autorité parentale, c'est le juge aux affaires familiales. Et en général, le juge aux affaires familiales, lui, il prend une décision en général définitive. Il y a le juge pour enfants. Et là, on entre dans le problème. Le juge pour enfants, c'est que quand l'enfant est en danger, il est en danger, il ne peut prendre des ordonnances de placement qu'une seule fois, et d'ailleurs, ce n'est même pas renouvelable. Ce n'est même pas renouvelable. Qu'une seule fois, et que si le danger est caractérisé. Mais c'est vraiment un danger. C'est-à-dire que et au-delà de 7 jours, si cette décision est arbitraire, qu'un enfant est placé pendant 6 mois par rapport au danger qui ne correspond pas au danger, toute personne autoritaire de l'autorité publique qui prend une décision arbitraire risque 30 ans de réclusion criminelle. Donc il faut savoir qu'un juge pour enfants qui place un enfant pendant 1 an, alors qu'il y a un danger qui, bon, je ne sais pas, par exemple, je ne peux pas dire une maladie ou quelque chose qui est imminent pour l'enfant, qui n'est pas justifié. Ça, vous pouvez mesurer si c'est justifié ou pas justifié par votre enfant. Vous avez l'autorité, donc vous savez si c'est grave ou si ce n'est pas grave. Donc si le juge délire, il faut lui dire. Mais alors, il faut le dire à qui? Il faut le dire, donc il y a une deuxième étape, c'est le procureur de la République. Et dans tous les dossiers, c'est la principale personne. C'est lui qui, donc, dans les mesures que je vais vous proposer aujourd'hui, là, c'est lui qui est décideur de toutes ces mesures-là. Donc, le procureur de la République, et je vais vous dire, il n'y a pas de formalisme. Hein. Un procureur de la République, vous pouvez écrire sur une lettre simple, manuscrite, il n'y a pas de formalisme pour écrire un procureur de la République. D'ailleurs, de principe, de fait, avec les magistrats, vous pouvez tous leur écrire. Donc, c'est pas compliqué. Ils détestent ça, mais en théorie, vous avez le droit d'écrire à n'importe quel magistrat. Même pour lui dire votre décision est complètement absurde, vous pouvez lui dire. Mais un procureur, c'est beaucoup mieux parce que vous lui mettez le doigt sur le problème, déjà. Et la dernière autorité, là-dedans, dans le placement d'enfants, c'est le président du conseil départemental. Et là, on rentre dans un sacré délire. Parce que le président du conseil départemental, en général, il suit les rapports de l'ASE, il ne les lit même pas. Il ne sait même pas de quoi il parle. En plus, c'est souvent par délégation. Mais au niveau de l'autorité judiciaire, c'est la principale signature parce que c'est là que vous, au niveau du tribunal administratif, vous pouvez monter en Conseil d'État et faire valoir vos droits. Et c'est aussi pareil. Lui aussi, s'il prend une décision arbitraire par rapport à son enfant, il risque aussi ses 30 ans de réclusion criminelle. Et ça, il faut leur dire. Hein. Il faut leur dire, mais surtout, il faut leur écrire. Il faut leur écrire de manière parentale, pas de manière conflictuelle. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous dis, c'est pas conflictuel, c'est gracieux. Là, il n'y a pas besoin de paniquer. Vous êtes simplement en train de dire, ben voilà, moi je trouve que vous avez, que votre mesure est disproportionnée. Simplement lui introduire ça. Voilà. Alors souvent sur les ordonnances de placement, nous on utilise un truc avec un juriste, David de Vincent, un gros débat là-dessus, parce que moi j'utilise une méthode qui est un peu radicale, c'est-à-dire que quand vous avez souvent, et c'est souvent le cas, hein, c'est très très souvent le cas, vous avez des ordonnances par défaut. Vous y êtes même pas, vous n'êtes même pas convoqué. En général, d'ailleurs, Patrick m'expliquait tout à l'heure que il n'avait pas été notifié de certaines décisions, il n'était même pas au courant. On lui a dit en salle d'attente, vous avez eu cette décision. C'est incroyable. C'est totalement incroyable. Donc c'est des ordonnances par défaut dans le principal des cas, et dans les ordonnances par défaut,
il y a un autre principe de droit qui est très important, et parce que je vous le dis vraiment, il faut vraiment discerner le gracieux du contentieux. Donc, souvent, on a le réflexe quand on a une ordonnance, ouais, je veux faire appel, mais la cour d'appel, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme autre recours que la cour d'appel, quand on a une ordonnance, surtout par défaut. Le premier principe, c'est déjà, et ça, c'est pour tout, vous avez une amende, vous avez une saisie, vous avez un jugement, vous avez un pourvoi, vous avez quoi que ce soit de juridique, vous avez le droit de faire opposition. Et l'opposition, c'est la bombe atomique dans la justice, parce que à partir du moment où vous faites opposition, ça annule toutes les dispositions de l'acte que vous avez. Tout de suite. Mais il y a autre chose, c'est que le magistrat est obligé de reconvoquer toutes les parties. Et là, en général, comme c'était une ordonnance par défaut, il est mal, parce qu'il va être obligé de vous reconvoquer. Alors, je vous prends un cas, parce que c'est un exemple que j'ai eu, parce qu'on a énormément bossé sur ce dossier l'année dernière, sur le dossier de Sandrina Wento. Hein. Moi, j'étais ici, comme vous, à Bligny, comme ça, pareil que vous. Hein. Elle m'explique un petit peu son dossier, nanani, nanana. Et puis, le temps passe, et puis je crois que c'est de mémoire, ça doit être vers mai, voilà. Elle reçoit une ordonnance du juge pour enfants, comme quoi l'ordonnance est renouvelée, et puis qu'en plus, elle accorde des droits de visite à son fils par rapport à sa fille. Ok. Donc, ordonnance par défaut. Je lui dis, écoute, tu prends une opposition. Alors, je vais vous montrer un exemple d'opposition, comme ça sera beaucoup plus simple pour que vous voyez. Vous allez voir à quel point c'est simple. Mais surtout, à quel point c'est déconcertant comme c'est efficace, quoi. Attends, parce que, comme par hasard, j'y arrivais super bien tout à l'heure. Oh là là. Ouais, je sais pas comment je fais pour... En bas à gauche. Ouais. Ah, voilà. Voilà ce qu'elle a fait. On va voir les dates. Hein. 16 mai, ouais, je ne me suis pas trompé. Hein. Donc elle a présenté ça. Je ne sais pas si vous voyez ça, je ne sais pas si je peux me mettre en grand là. Attendez, je ne sais pas si je peux vraiment. Je ne sais pas si je peux. J'essaye. Hein. Ah, c'est déjà mieux. Vous voyez tous à peu près? Alors, pas très compliqué. Alors, je fais un peu vite sur les adresses pour pas que vous la preniez quand même. Voilà, donc elle a fait ça. Donc elle a mis sa civilité, la date, elle a marqué opposition, qui n'est pas limitée aux dispositions civiles de l'ordonnance, introduction. Je sous-signais madame, gna, donc là, maire de machin, ordonnance de droit de visite, pièce numéro 2, donc c'est l'ordonnance dont je vous parlais. Cabinet du juge des enfants, donc M. Guillaume Delerme, donc c'est le juge des enfants qui avait pris cette ordonnance. Déposé par Mme Sandrina Wento, avant de dire droit, conditions de l'opposition, conditions relatives de l'ordonnance attaquée, article 489 du Code pénal, l'ordonnance par défaut, pas de convocation à l'audience des débats, et non avenue dans toutes ces dispositions si la forme opposition à son exécution, article 514 du Code de procédure civile. Il peut toutefois être limité, cette opposition, aux dispositions civiles de l'ordonnance. Ça, c'est quand il y a des dommages intérêts. C'est-à-dire si un magistrat prend une ordonnance et que ça vous coûte quelque chose, ou des déplacements, ou des choses comme ça, vous pouvez demander des dommages intérêts, en fait, sur ces frais-là, par exemple. Par ces motifs, ordonnance par défaut, Monsieur le juge, Monsieur Guillaume, je me permets de vous solliciter en urgence une audience pour respecter le principe du contradictoire et pouvoir en débattre avec vous. Veuillez agréer, Monsieur le juge, mes pensées les plus respectueuses. Elle a écrit ça. Le 16 mai. D'accord? Vous suivez, là? Vous arrivez à me suivre encore, là? Voilà. Attendez. Juste avec cet article. Un article. Ouais. Il a convoqué 48 heures après. Voilà. Alors, attends, parce que je ne sais plus comment on fait. Alors, attends. J'ai du mal, là. Alors attends, parce que c'était pas ça que je voulais montrer en fait, c'était pour revenir. Alors tu vas les doigts en bas à gauche, merde, c'est pas ça. En bas à gauche, le doigt, c'est glisse ton doigt vers la gauche, le cadre en bas à droite. Voilà.
Alors, donc elle a fait ça. Putain, merde, j'ai pas téléchargé la suite. Non, je comprends. J'ai pas eu trop de temps de me préparer. Enfin, bon, bref, elle a fait ça. Attends, on est où là? Parce que... Ouais, je les ai pas mis les conclusions. Je crois pas que je les ai mis. Attends, j'essaie de me rendre. Non, attends. Ça, c'est autre chose. Ah non, non. Ah oui, c'est comme ça. Ah. Je sais pas si... Non, j'ai pas mis ces conclusions. Putain, c'est chiant. Sinon, tu nous décris ce que... Ouais, bah, je vais vous décrire parce que c'est beaucoup... Ouais, parce qu'on va pas tout refaire parce que j'ai pas eu le temps, trop le temps. Alors, donc, du coup, elle a fait cette opposition. Donc, il l'a convoqué. Donc 2 jours après, il l'a convoqué pour une audience donc, qui devait être, genre le 30 mai ou un truc comme ça, de mémoire. Hein. Et entre-temps, bah, nous, qu'est-ce qu'on a pu faire? Bah, non seulement on avait une audience, ce qu'elle n'avait jamais eu depuis je ne sais pas combien d'années. Hein. Faut quand même imaginer quand même. Hein. Donc il la convoque 10 jours après, je crois 9 ou 10 jours après. Et donc là, on bombarde. Et là, on lui met des conclusions de malade mental. Mais un truc, 32 pages de conclusion. Et ces 32 pages de conclusion, elles émanent de ça, de ce document. Et là, c'est très important que je vous montre ça. Et je vais tous vous le passer, ce document, parce que je vous demanderai vraiment tous, en parents responsables, que tous vous lisiez ce document de A à Z. 29 pages, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais ça... Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Là, on y est. Hop. Et tout à l'heure, j'étais arrivé à... Attendez. C'est bon, putain. Ah oui, c'était focus. Putain. Voilà. Alors, je vous passe le détail. Je vous lis juste cette phrase qu'il avait mis au départ, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça aussi, mais je vous mets juste ça. Alors, je vous le dis, comme ça, c'est notre état d'esprit. Il n'y a point de cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Donc, c'est une phrase vraiment à méditer hein, pour la suite. Donc là, on commence. Là, je vais vous lire juste toutes les jurisprudences qu'il y a en matière de placement d'enfants. Toutes. Donc, toutes celles qui sont mondiales, européennes, françaises, vous avez absolument tout sur ce document. Donc, toutes vos situations sont dans ce document, dans toutes ces dispositions possibles. On vous l'a enlevé parce qu'il y a eu une bagarre à l'école, on vous l'a enlevé parce qu'il est malade. Voilà, il y a absolument tout. Alors, je vous lis un peu la table des matières parce que je ne veux pas rentrer dans les articles parce que là, on va y passer 50 ans. Déjà, le but du placement, la raison. Donc là, vous avez tout ce qui est droit constitutionnel, primauté du droit international sur le droit interne. Ça, c'est très important, c'est la hiérarchie des normes. Donc c'est l'Europe, hein, en général, qui a les articles de loi, c'est les articles de la Déclaration des droits de l'homme. Et voilà, donc tous les articles sont dessus. Les droits universels, donc ça c'est surtout l'ONU, le droit européen, les principes généraux. Donc les principes généraux du placement d'enfants, c'est très important de savoir ce que je vous disais, entre le juge pour enfants, le juge d'affaires familiales, le procureur, comment tout ça s'articule. Donc vous avez à peu près toutes les articulations possibles, et puis surtout toutes les mesures possibles que peuvent faire ces gens-là, en fait. Voilà. Mais il faut toujours garder en tête, quand on lit ce document, que c'est à défaut d'accord. À défaut d'accord, ça veut dire que vous avez toujours autorité parentale sur ça. D'ailleurs, je le dis souvent aussi encore, ça c'est quelque chose que je pense souvent, mais que je dis souvent. Normalement, quand il y a un placement d'enfant, il faut l'accord du parent. Hein. Est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez eu, je ne sais pas. Le 375, voilà. Le juge des enfants doit toujours recueillir l'adhésion des parents. Voilà. Et s'il ne l'a pas, normalement, il peut appliquer. Et ouais, on est d'accord. Donc, il faut vraiment être dans l'état d'esprit, c'est mon enfant, c'est pas l'enfant de qui que ce soit d'autre. Ah, mais justement, c'est sur réquisition du procureur, et les réquisitions, elles doivent être claires, nettes et précises, et encadrées. Ça ne peut pas se faire que comme ça, quoi. Il faut vraiment que ça soit motivé. Voilà. En second lieu, l'enfant doit être proposé à l'un ou l'autre des parents. Bien sûr. Mais alors, attends, donc du coup, regarde, là, tu as tout, hein. Regarde, donc, tu as principes généraux, en droit interne. Donc, Laurence Bégon-Bordeuil, elle a été fantastique, hein. Fantastique, cette femme. Hein. Vous en avez entendu parler ? Le but du placement n'est pas le retour en famille. C'est ça. C'est ça. C'est énorme, hein. Énorme. Des assises. Ouais.
Ouais, c'est énorme. Délégation de signature du président du conseil départemental, ça c'est un truc vraiment qu'il faut intégrer. Enfin, vous lirez toute la table des matières. Je vais prendre l'adresse de tout le monde au niveau des mails. Je vais envoyer ça à tous ceux qui le veulent, ce document. Donc voilà. Et puis alors après, je vous montre un petit peu. Ça va loin. Il y a à peu près, il y a tout là-dedans. Voilà. Donc après, vous voyez, ça va chercher loin. Je vous prends un exemple. Allez, je vais vous prendre un truc. Voilà, par exemple. Je vais essayer de prendre un truc hyper simple pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Je ne vais pas prendre ça parce que ça c'est compliqué un peu quand même. Enfin, c'est toutes les jurisprudences qui existent au niveau de la protection de l'enfant. Enfin, je vais essayer de vous prendre un truc. Contre l'humanité, c'est quoi? Crime contre l'humanité, c'est justement les 30 ans de réclusion criminelle pour une décision arbitraire. Attention, parce qu'attention, quand on place un enfant, c'est la société qui est perdante. Et puis ça coûte cher. Puis après, vous savez, les mécanismes de trafic d'influence dont je vous ai parlé hier. Je rappelle que la subvention européenne pour la protection de l'enfance en France, c'est j'ai arrivé hier, mais 1200 milliards d'euros, c'est 1 billion d'euros. C'est démentiel. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, ça arrose tout le monde, excusez-moi du terme. C'est vraiment, ça joue sur toute la société, sur vos impôts, sur plein de comportements. Et c'est pour ça qu'avec ces documents-là, vous évitez toute opacité, vous restez dans les règles de l'art, c'est-à-dire dire au juge pour enfants, vous l'avez placé 6 mois, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, 6 mois, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est la vie de l'enfant. Normalement, il aurait dû être placé pour ce qui s'est passé que 10 jours. Pourquoi vous ne le placez pas que 10 jours? Vous écrivez au procureur, voilà, moi je suis le parent, je demande pourquoi ce placement a été de 6 mois et pas de 10 jours. Déjà, ça leur fait mal parce que quand ils savent que vous rendez compte de tout ce qu'on peut faire. Moi, je vous dis, Sandrine, elle est rentrée dans le tribunal. Moi, je me souviens bien parce que je l'ai accompagnée. Elle est arrivée déjà, quand on a déposé les conclusions, ils nous ont regardé avec des yeux comme ça, en disant 32 pages de conclusions, on n'a jamais vu ça. Même les greffières, elles étaient là, mais c'est quoi ce délire? Le tribunal l'a rappelé parce qu'on a invoqué un incident de procédure, puisqu'on a demandé, on a demandé un truc pour son audience, parce qu'on a vraiment mis le paquet. On a demandé qu'à l'audience, l'enfant soit présent. Donc on lui a dit, la convocation que vous nous avez faite à la maman, ça ne suffit pas. Nous, on demande que l'enfant soit présent. Parce que c'est souvent refusé. C'est souvent refusé. Non, ils ont accepté là. Quel âge je ne sais pas, quel âge? 10 ans, non 10 ans. L'an dernier, c'est ça? Ouais, c'était l'année dernière, elle doit avoir 10 ans, sa gamine. Ouais. Voilà, donc, voilà. Donc, en gros, je vais arrêter là, mais, parce que, qu'est-ce que je peux... Document, trouvez-vous? Alors là, en fait, il faut juste que vous me notiez votre mail et je vous le donne, en fait. Le mail, il nous Alors, si, peut-être je vais vous parler un petit peu. Donc opposition. Alors je voulais parler parce qu'hier, j'ai un peu sauté un petit peu en l'air avec Hélène quand on parlait quand il y avait une décision. Alors, je ne sais plus qui c'est qui avait une décision qui n'avait pas été motivée. Elle n'avait pas eu le motif de la décision. Alors, il y a un autre truc qui est quand même très, très important. Donc, je vous parlais des cours d'appel. Quand vous voulez contester un jugement, vous dire que vous n'êtes pas d'accord, il y a l'opposition. Et avant même l'opposition, il y a aussi une autre bombe atomique. Et alors, celle-là, on l'a trouvée, on a mis du temps. Il faut que je retrouve comment je fais pour m'enlever d'ici. Voilà, attends. Donc, prenez conscience que si vous avez des amis, de la famille, en difficulté dans une histoire comme ça, vous êtes capable, vous, mais vraiment, je vous assure, parce que moi, je suis pas, comment dire, je suis pas dans le droit, pas du tout. Donc, vous prenez conscience que vous avez la capacité, chacun d'entre vous, de faire au minimum ce que j'ai fait. Si chacun arrive à faire des mains levées de placement, moi, Anastasia, quand je suis allé la voir à Marseille, en une journée, on a rédigé ça. Je suis arrivé à 9h, d'accord, je suis reparti à 23h, mais elle avait rédigé tous ces documents en une journée, quoi. Et puis après, on prend l'habitude, parce qu'après, on connaît les articles un petit peu par cœur. Donc là, je vais vous parler d'un article quand même très, très important. Très, très important. Parce qu'il y a l'opposition, mais il y a un autre truc aussi très important. Si j'y arrive... Allez, zoom. Non, ça ne marche pas.
Ah ouais, je maîtrise. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est celui-là. Là, je voulais pas vous parler trop d'articles, mais celui-là, il est essentiel aussi. Il y a un truc qui s'appelle le recours en interprétation d'une décision de justice. Ça, il est extrêmement important, cet article. Je vais le lire parce que c'est vraiment important de prendre l'ampleur de ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, aussi il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez quand même, malgré la lutte acharnée des avocats pour avoir le monopole de la défense d'un concitoyen, faut savoir que en matière de recours exceptionnel, notamment en interprétation, vous n'avez pas besoin tout ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est que vous n'avez pas besoin d'avocat. Hein. Donc, l'article 480 du Code de procédure civile, alors je vais vous résumer parce que tout lire, ça va être un peu compliqué, mais en gros, le principe, c'est que quand un juge décide quelque chose pour vous, dès que vous avez été notifié de sa décision, il cesse d'être juge de cette décision. Voilà. Il cesse immédiatement d'être juge de cette décision. Et c'est d'ailleurs là que c'est fabuleux, c'est que vous avez des magistrats qui prennent une décision comme une ordonnance de placement et qui renouvellent cette ordonnance de placement, alors qu'il avait déjà pris une décision. Normalement, il n'a pas le droit de le faire. Et pourquoi il n'a pas le droit de le faire? Parce que le magistrat, il peut se tromper. Alors là, on va grossir le truc. Il peut se tromper ou écrire une contradiction dans son jugement, ou quelque chose d'imparfait, ou bizarre, pas clair. Une phrase sans qu'une tête. Voilà. Et là, vous vous dites, bah, moi je ne comprends pas sa décision. Donc là, vous faites un recours en interprétation. Et ça, ce recours d'interprétation, il est génial. Il est génial parce que d'abord, vous allez être reconvoqué devant un autre magistrat déjà, et vous allez parler que de l'interprétation du jugement. Vous n'allez pas partir des parties, de rajouter des pièces ou quoi que ce soit. Donc vous n'avez rien besoin de rajouter, c'est juste dire, bah, sur ce point-là, je ne comprends pas pourquoi vous avez pris cette décision. Mais c'est important, parce que quand vous introduisez ce recours d'interprétation, bah, le temps qu'il y ait une autre décision qui soit prise, vous pouvez demander au juge de l'exécution en disant bah, moi je fais un recours en interprétation par rapport à cette décision, le temps que j'ai une autre décision, bah, j'ai un préjudice de tant. Et là, il faut un avocat par contre. Là, ça c'est. Mais bon, en général, quand tu déposes un recours en interprétation, ils sont pas trop. Ils te suivent quand même là-dessus, quand même. Tu vois. Alors, elle l'a fait. Alors, je sais pas combien elle a obtenu, mais je sais qu'elle l'a fait. Bon, voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sur le droit. Je voudrais dire aussi, mon sentiment général, c'est que on est à leur âge de l'histoire pour moi, là, en ce moment. On est dans un contexte extrêmement particulier, que c'est difficile pour tout le monde, notamment financièrement, on le voit tous. Hein. C'est plus de l'inflation, c'est du racket, hein, tout le monde le dit, hein, tout le temps. Je voudrais dire que vous êtes tous courageux, parce que rien que d'être venus, déjà ici, parce que Christophe se bagarre aussi beaucoup pour que les choses se passent, mais c'est très compliqué, parce qu'on se aperçoit que le contexte est compliqué. Je voudrais dire une chose, et j'en ai discuté un petit peu tout à l'heure, je voudrais vous parler un petit peu de géopolitique, parce que là, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est les échanges internationaux, c'est le commerce international, et ce qui se passe pour la France. Pour moi, le contexte fait que les magistrats sont en train un peu de plier les genoux. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin sur beaucoup de choses, et que même maintenant, pour organiser tout ce qui s'organisait avant, ben, ils n'en ont plus les moyens. Donc vous avez des fenêtres d'opportunité fantastiques. Sauf que on ne vous dit pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité sur l'économie française actuelle. L'économie française actuelle, elle est dans un... On a eu un président qui a créé un déficit de 1000 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand Sarkozy a eu la crise des subprimes en 2008, pour sauver les banques, ils avaient dépensé à peu près 400 milliards d'euros en France. Emmanuel Macron, la crise Covid lui a coûté à peu près 254 milliards d'euros. La question qui se pose, c'est où sont les 750 autres milliards d'euros? Donc, nous, avec nos petites histoires, je peux vous dire que c'est le cadet de leurs soucis, en fait. C'est le cadet de leurs soucis parce que ils vous disent pas ça. Et ils vous disent pas la réalité des choses. C'est que la France, et là je le dis en tant que ressortissant africain, aujourd'hui vient de perdre l'Afrique. Et c'est très net.
Et je crois que simplement pour conclure là-dessus, on n'en mesure même pas l'impact. Et c'est ça qu'on ne vous dit pas aujourd'hui. Les histoires d'Ukraine, c'est vraiment pour détourner l'attention de la réelle problématique française à l'heure actuelle. Et je voulais vraiment en parler parce que c'est d'ampleur ce qui se passe. Il y a une révolution en Afrique, je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. Une vraie révolution. Hein. C'est pas un petit truc, ils ont viré les Français partout. Hein. Sénégal, Mali, Niger, Burkina. En plus, alors, là je parle vraiment de géopolitique, le coup de l'Ukraine, je parle de ma mémoire, mais j'espère qu'elle ne sera pas trop défaillante. En 1989, Vladimir Poutine est président de la Russie pour la première fois. Son premier discours, je vous invite tous à le regarder, il dure 2h45, le premier discours de Vladimir Poutine à sa nation. Je vous invite à le dire. Ce qui s'est passé en Ukraine, il le disait en 1999. Et pour comprendre le présent, il faut connaître le passé. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre pourquoi on en arrive là, avec nos magistrats, avec nos petites procédures. Il faut vraiment comprendre le contexte géopolitique. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se finir. Parce que les intérêts que l'Europe avait avec la France, je vous donne des chiffres comme ça, parce que c'est très important quand même de les savoir. La France, sur son fonctionnement, vous avez qu'à prendre sa balance commerciale. C'est fantastique. La France, elle est le dernier pays de l'Europe, 27e sur 27, mais pas un petit peu. La France, elle fait un déficit de 30 milliards d'euros par mois. Mais comment elle fait pour se maintenir? Elle pille d'autres pays, il faut le dire. C'est ça qui fait qu'elle fonctionne. Maintenant qu'elle ne peut plus piller, comment ça va se passer? Donc là, vous êtes à l'aube de quelque chose que moi, je n'arrive même pas trop à définir, en fait. La Grèce. Mais... Non, on est largement plus que la Grèce. Ah, mais largement. C'est sans commune mesure, ouais. Voilà, on peut... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que les pays, les anciens pays colonisateurs, genre l'Allemagne, genre l'Angleterre, quand ils ont enlevé leur colonie, ils sont vraiment partis. Ils sont vraiment partis. Il y a un énorme débat, je finirai vraiment que sur ça. On parlait de crimes, parce que toutes nos affaires sont criminelles, il faut quand même savoir, de toutes ces histoires de placement. Je vous parlais quand même, parce que c'est des tentatives d'assassinat en bande organisée. La bande organisée, c'est toute l'équipe, procureur, juge des enfants, juge des affaires familiales, c'est toute la fine équipe. Police, gendarmerie, parce que moi, je n'ai pas peur de ce que je vois, de ce que je constate. Ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Voilà, crimes contre l'humanité. Là, Génocide? Oui, mais il est en train de se perpétrer, donc il vaut mieux parler de crimes contre l'humanité. Concernant les familles, on appelle ça aussi, vu que c'est reconstitué. Allez, je conclue là-dessus. En tout cas, je vous invite à lire donc, toutes ces jurisprudences qui sont exceptionnelles, mais vraiment, c'est la Bible, c'est la Bible de l'enfance, vous allez tout trouver. Je suis sûr que ça va faire comme moi. Moi, je l'ai lu 3 fois de suite en me disant, c'est pas possible ce document. Il existe. Il y a eu des gros acharnements, des gros débats, je peux vous le dire, parce que ça n'a pas été fait comme ça. Et puis, on va encore améliorer 2-3 trucs, là, parce qu'on est en train d'en parler. Parce que nous, on veut vraiment que le parquet en France soit au minimum indépendant, ou voire même qu'il soit rétabli au peuple. C'est-à-dire que ça suffit, il faut que ça soit comme aux États-Unis, le procureur doit être élu, il doit y avoir des débats contradictoires avec lui, qu'on puisse y avoir accès facilement, enfin, que les choses se reviennent un peu dans l'ordre. Voilà, je finirai là-dessus. En tout cas, merci pour votre attention.